You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20e épisode de la 4e saison de Codefax, un épisode un petit peu spécial, parce qu'on va évidemment pas parler de National League, mais on va faire un bilan olympique à la suite de la défaite de l'équipe de Suisse 5-1 en quart de finale contre la Finlande. C'était mercredi matin. Alors on va revenir un peu sur le match, mais plutôt sur le tournoi, avec finalement une victoire pour 4 défaites dans ce tournoi olympique. On va aussi parler de nos tops et de nos flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé dans cette équipe. Et puis on terminera par le bilan de Patrick Fischer. Est-ce que, comme certains, il faut couper la tête du sélectionneur et mettre quelqu'un d'autre ? Ou bien on va quand même attendre et voir un peu ce qui va se passer au championnat du monde à Helsinki et Tampere. Salut Greg. Salut Jean-Fred, les nuits blanches, ça se passe bien ? Ouais, semi-blanche, on va dire. C'est les nuits grises. Exactement. Mais ouais, ça se passe bien, il y a des médailles, au moins ça, comme ça te fait un peu moins regretter d'avoir dû mettre le réveil à 3 ou 4 heures. Par contre, nous on est les oiseaux de mauvais augure avec cet épisode qui tombe à la fin du tournoi olympique. Les corbeaux. À la fin du tournoi olympique de l'équipe de Suisse, des équipes de Suisse, mais on va pas faire des grandes théories sur l'équipe de Suisse féminine parce que honnêtement, on est moins, c'est moins notre domaine et on en parle tous les 4 ans et honnêtement, je me vois pas faire des théories. Je sais pas, si toi tu as envie de faire des théories, t'es le bienvenu, je te laisse le micro. Ouais, mais on peut juste regretter cette défaite dans la médaille de finale, match pour la médaille de bronze contre la Finlande. Qui était totalement mérité au vu du match. Et voilà, et les Canadiennes ont gagné devant les États-Unis, c'était l'un ou l'autre. Ça, on le savait. Mais plus l'un que l'autre, visiblement, au vu de ce tournoi, en fait. C'est ce que j'ai lu aussi. Mais voilà, on regrettera juste de pas. Parce que la médaille à Sochi, c'était quand même de belles images qu'on aurait bien aimé revoir cette année. Ma foi, voilà. Parlant de belles images, on n'en a pas vu beaucoup avec l'équipe de Suisse masculine. Pour ceux qui étaient sur la Lune pendant 2 semaines, c'est 5 matchs. Une victoire contre les Tchèques dans un match coup près, 3 défaites dans le tour préliminaire, 1 défaite en quart de finale. Si on regarde froidement les résultats, on se dit ils ont fait un tournoi dégueulasse. Oui. Si on réfléchit un peu plus loin, est-ce qu'ils ont vraiment fait un tournoi dégueulasse ? Moi, je suis un peu perturbé avec cette équipe de Suisse parce que si on regarde froidement, défaite 1-0 contre la Russie, bon match, pas grand-chose à dire sur un autogol. Il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Une défaite au tir au but contre les Tchèques, bah là, on le dit assez souvent dans les épisodes de Colfax, c'est un coin flip. Un seul gars qui marque, David Krejci. Voilà. Bon. Il y a un accident de parcours contre les Danois. Là, c'était une catastrophe ce match. Surtout le deuxième tiers. Surtout le deuxième tiers. On va pas se mentir, c'était vraiment pas bon. Mais après, la Suisse a gagné le match qu'elle devait. C'est-à-dire qu'elle a gagné le match contre les Tchèques de belle manière. À part ça, c'était un bon match de l'équipe de Suisse. Puis derrière, ma foi, tu perds contre la Finlande. Alors, on va revenir un peu plus longuement sur ce match-là, mais pour faire un bilan un peu global, tu perds contre la Finlande. Au bout d'un moment, il n'y a rien à dire. La Suisse perd en quart de finale. La Suisse n'est pas un membre du top 4. Il me semble qu'il faut arrêter de se dire « Ah, mais les demi-finales, ça devient... Si on n'est pas en demi, ça devient un échec. » Entre l'objectif avoué de la fédération, entre Lars Weibel et Patrick Fischer, de dire « On vise la demi-finale », c'est une chose. De ne pas y arriver... d'échouer en quart de finale, je trouve que c'est pas un échec. Échouer en 8e de finale, oui, c'était un échec. Oui. Échouer en quart, on a l'impression, est-ce qu'il sauve un peu sa peau au niveau du moment de faire au moment de faire le bilan? Peut-être un peu, mais ouais, je pense que si la Suisse perd contre les Tchèques, on aurait pu ou dû poser des questions un peu dérangeantes. Et encore, parce que si on pense à l'équipe d'Allemagne vice-championne olympique en 2018, qui se fait défoncer en quart de finale par les Slovaques. Oui. 4-0. Et 4 ans après, j'ai regardé les contingents, il y a quelques changements évidemment, mais là, le noyau de cette équipe allemande, c'est pas, ils ont pas envoyé les universitaires allemands. Hein, et puis en 2021, ils battent la Suisse au championnat du monde pour aller en demi-finale. Voilà. On parle quand même de cette équipe d'Allemagne-là. Pour eux, c'est aussi une déception. Donc finalement. sur un tournoi où ça se joue sur un coup de dé, sur un pile ou face, sur des pertes de puck en zone neutre, on y reviendra. Moi, j'arrive pas à être ultra critique avec cette équipe de Suisse après ce tournoi-là, en fait. Je vois que l'ambiance est assez morose autour de l'équipe de Suisse. Oui, le match contre le Danemark fait vraiment tâche. Il n'y a rien à dire. Après, le Danemark fait pas un mauvais tournoi. Hein. Non. Je pense que... Mais surtout, c'est de dire, il fait tâche, d'accord, sur le papier, sur la façon dont ça s'est déroulé. Mais tu gagnes ce match,
finalement, ça change pas grand-chose au fait que tu es quand même obligé de passer par le 8e de finale. Donc, c'est juste, on va dire, tu quitterais peut-être le tournoi avec 2 victoires au lieu d'une seule victoire. Mais au final, tu quittes le tournoi au même étage. Surtout qu'en perdant contre le Danemark, la Suisse s'est chopé un adversaire plus difficile avec les Tchèques, mais la Suisse a gagné. Donc derrière, tu dis, bon, bah, ça va, quoi. Ça aurait pu être largement pire. Surtout que le Danemark, si on part du principe que les deux équipes auraient dû être inversées dans le classement avec une victoire des Suisses sur le Danemark, le Danemark a joué la Russie. Enfin, non, mais dis la Russie. Avec la Russie. La Russie en quart de finale. Je suis pas sûr que la Suisse aurait eu beaucoup plus de chance contre les Russes qu'elle n'a eu contre la Finlande. Au bout du compte, c'est un accident de parcours, mais finalement, la voiture, elle a pu continuer sa course. Derrière, elle a roulé jusqu'au bout. Hein. Ouais, et puis, alors, c'est clair que la façon dont ça s'est fait te laisse un petit goût amer, notamment contre les Finlandais, parce que tu te dis qu'il y avait moyen de faire mieux. Mais si on reprend le match contre les Tchèques en 8e de finale pour mettre en avant le positif, peut-être que le fait de jouer contre une équipe tchèque qui est plus technique que physique, alors forcément a participé au fait que la Suisse était plus à l'aise, qu'on a vu contre les Finlandais qui sont, je ne sais pas si on peut utiliser le terme de mix entre la rigueur des Suédois et puis finalement une certaine capacité tactique aussi, et puis c'est pas des manches physiques, forcément que, ben voilà, mais comme tu l'as dit aussi avant, c'est des membres du top 4. Si on prend les Américains qui sont un peu, selon le contingent qu'ils envoient, voilà, entre Canada, Russie, Suède et Finlande, il me semble qu'on a quand même une sorte de top 4 plutôt assez solide. Avec de temps en temps, bah voilà, une année c'est un petit peu plus compliqué. On se rappelle que la Finlande, elle est championne du monde en 2019 à Bratislava avec 0 joueur de NHL. Il y avait Petteri Lindbom qui est de nouveau là. Il y avait Toni Rajala qui est de nouveau là alors qu'il était. J'allais exactement enchaîner avec ça. Mais c'est une équipe qui, avec des joueurs de KHL, avec des Artikainen et compagnie, moi franchement, cette équipe elle est belle, hein, cette équipe de Finlande. Il n'y a pas de honte à se dire, ah non, mais on s'est fait sortir par la Finlande en quart. Non, absolument pas. Et comme tu le dis, il y a Toni Rajala qui a 42 points en championnat de Suisse cette saison, qui est un des meilleurs buteurs du championnat. Si Toni Rajala était suisse, Toni Rajala serait l'ailier de première ligne de l'équipe de Suisse. On peut le dire. Ou serait un des ailiers serait un des ailiers première ou deuxième ligne de l'équipe de Suisse. Et là, il est surnuméraire dans cette équipe de Finlande. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a chopé le Covid et puis qu'il a été mis en isolation, puis on ne le sait pas. J'ai vraiment aucune idée. Mais dans les faits, ce Toni Rajala-là, qui est un des meilleurs joueurs du championnat, ne joue pas en Finlande. Granlund, Maninen, Artikainen, ces 3 joueurs du Salavat Ufa. Tu as plein de joueurs qui jouent en KHL. Et on rappelle une petite chose. Quand un joueur de KHL vient en Suisse, en général, ça se passe pas si mal pour lui. Si on regarde le coefficient de points historiques des joueurs de KHL quand ils débarquent en Suisse, ils font d'excellents joueurs de championnat de Suisse. J'aimais bien quand tu avais fait une fois un papier en parlant, je crois, de quand Kovar était venu aussi, ou peut-être sur la 2e année de Kovar, en disant que enfin il avait répondu aux attentes qu'on avait de lui quand on l'a vu débarquer dans le championnat de Suisse, parce qu'on s'imaginait qu'il allait faire X points. Exactement. D'ailleurs, pour Hockey Manager, c'est un petit peu aussi ça qui permet de donner la valeur d'un joueur. Alors, moi, j'ai une méthode en tout cas qui est historique sur les matchs disputés par les joueurs dans le championnat précédent et quand ils arrivent en Suisse, qu'est-ce que ça donne comme points. J'en avais fait un article, effectivement. Et Kovar, première saison, il était à 45 points. Moi, je l'attendais plutôt vers les 60. En deuxième saison, il est à 63 points. Là, tu dis, OK, on voit un peu plus le Kovar qu'on imaginait. Et oui, c'est les joueurs qui viennent de KHL, en Suisse, ils font de bons joueurs. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à perdre contre une équipe qui est blindée de joueurs qui évoluent en KHL. 3 gardiens qui sont titulaires là-bas. Entre Setteri, Olkinuora et Tuohima, une horreur, et je m'excuse pour les spécialistes du hockey finlandais qui m'écoutent. Et du finnois aussi. Et du finnois, et je sais qu'il y en a. Voilà, c'est pas une équipe qui est clinquante, dans le sens s'il y avait eu les joueurs de NHL, là ça aurait été un autre délire, mais c'est une belle équipe, et la Suisse n'a pas à rougir d'avoir perdu contre cette équipe-là. Mais le match contre la République tchèque, il y a aussi eu un petit peu le côté chance. Est-ce que c'est pas le seul match d'ailleurs où il n'y a pas d'autogol? Donc finalement, t'imagines? Non, mais c'est ça. Honnêtement, et peut-être que ça s'est déjà passé. J'avoue que pour tenir des statistiques comme ça, de dire il y a eu 4 autogols en 5 matchs,
Ça a sûrement peut-être déjà dû se passer, mais en tout cas, dans un tournoi comme ça, avec cette exposition-là, et puis nous, notre focus mis sur l'équipe de Suisse, bah, ça nous a tous un peu mis sur le cul en se disant, mais attends, c'est dingue. Vraiment. Alors, celui d'Alatalo. Hein. On se rappelle tous de celui de Fourer. On se rappelle tous de ce 5-0 contre les Russes où Fourer met dans la lucarne à Gerber, se fait erreur. Et juste après, il y a Diaz qui est au sol, puis il touche le puck de la main et de la fout entre les jambes du gardien. Il y a eu 2 autogols dans le même match. Mais oui, Alatalo, c'est un peu le cheval de Tampere quand même, Alatalo. Et nous l'ont envoyé pour infecter l'équipe de Suisse, à mon avis, machin. Non, absolument pas. Je rigole évidemment, mais non, celui d'Alatalo, il doit pas du tout aller avec la canne. Va avec la canne. Non, mais mets ton corps en opposition. Puis ben voilà, après ça tape le casque de Berra, ça lobe Berra. Enfin, quand rien ne va. C'est un peu à l'image de ce tournoi parce que ben voilà, il y a Corvi qui met le plat du pied ou le plat du genou sur Berra. C'est le seul but des Russes. Yannick Weber, c'est Mirko Müller qui dégage, ça tape la lame l'inclinaison est parfaite pour que ça glisse derrière la ligne de Giannoni. Donc finalement c'est un peu à l'image de cette équipe, mais il faut pas non plus se réfugier uniquement là derrière, parce que oui, il y a le but d'Alatalo où il doit aller avec le corps, il va avec la canne, etc. On en a déjà parlé. Par contre, si on regarde les 2 autres buts qui mènent à ce 3-0 à la 24e, bah malheureusement, c'est un puck management qui est pas bon de l'équipe de Suisse. C'est As qui perd, qui fait pas forcément une bonne décision à la ligne rouge, qui tente le dribble et qui se fait choper. Derrière, ça part en contre. Alors oui, après, il y a un cafouillage devant le but, puis il y a le puck qui arrive sur le... Ils arrivent à remonter le puck à la bleue, exactement. Ça revient sur le goal. Cafouillage entre les 2 défenseurs, l'attaquant est seul face au but vide. Et le 3-0, c'est cette passe catastrophique en backhand de Lucas Frick. Dans ma newsletter, j'ai parlé de négligence. Ouais. Je trouve vraiment que c'est... En fait, j'ai traduit careless parce que je trouve que c'est souvent le mot qu'on... Enfin, quand je vois un commentateur dire qu'il était careless avec le puck, c'est exactement ce que je... Enfin, puis je voulais le bon mot, puis si tu te fais un vieux Google Translate, ça te donne négligent. Et je me dis que ça marchait pas mal parce que cette passe, elle est catastrophique. Puis derrière, tu donnes un 2 contre 1 avec Antila, il fait un demi-coup de patin, il est déjà devant Berra. Ouais. Avec ses jambes de 2,15 m et à 3-0, 24e minute, c'est fini. Alors oui, on y a un peu cru à 3-1, il y a le poteau de Denis Malguin. Oui, alors oui, on peut se dire, la Suisse aurait pu revenir à 3-2 à la 45e. Oui. Mais on ne peut pas dire, il y a des regrets. Ouais, à la 42, mais... À la 45e, il aurait pu avoir 3-2. Ouais. On ne peut pas avoir des regrets. Non, la Suisse a donné le match aux Finlandais en 25 minutes. Puis derrière, quand tu donnes 3-0 à la Finlande, malheureusement, ça revient très, très, très difficilement. Et là, il y a juste eu trop d'erreurs individuelles à ce niveau-là pour espérer autre chose. Alors, je sais que t'aimes bien aussi, comme moi, faire un peu un bilan. On le fera suite Patrick Fischer peut-être après, mais des joueurs, un peu le truc, on va dire, bateau du top flop. Je vais pas te demander top 3, mais plutôt, quels sont les joueurs que tu as trouvé intéressants sur ces Jeux Olympiques. On viendra sur ceux qui nous ont un peu moins plu. On est quand même presque un peu, pas obligé, on est obligé de rien du tout, mais la présence de André Sambul était quand même, je trouve, quelque chose de notable, disons. J'aime bien sa réponse quand le journaliste lui demande s'il serait encore présent pour des 6e Jeux Olympiques. Il dit que ce ne serait pas une bonne chose pour le hockey suisse. Je trouve ça génial. Que si j'y étais encore. Parce qu'il aurait 42 ans. Il aurait 42 ans. Mais là, son association avec Corvi a été excellente. Si l'association Malguin-Andrighetto avait été aussi bonne, et je ne dis pas ça à cause de Malguin du tout, non. Ça aurait peut-être pas été un problème, mais là, Ambul, il était admirable, je trouve. Et combatif, alors oui, il a été buteur, entre guillemets, que lors des matchs qui comptent. Pendant le tour préliminaire, on l'a pas beaucoup vu, mais il a été buteur dans les matchs qui comptent. C'était ses 2 premiers buts aux Jeux Olympiques. Hein. Exactement. Et contre les Tchèques, il est importantissime, son but, parce que derrière, je sais pas ce qui se passe. Gros travail de Turkov. Ah ouais, Turkov, il était bon. Hein. Ouais. Et il était quand même à la base, c'est la 5e roue du char parce qu'il est arrivé pour remplacer Senteller. Exact. Certains pouvaient se dire pourquoi il n'avait pas sélectionné Turkov tout de suite à la place de Senteller. Pas de problème. Puis il a mis du temps à le trouver. Il le mettait centre de 4e. Puis finalement, c'était pas trop ça. Puis après, on le mettait en ailier.
il était plus utile, un peu gros bonhomme devant le goal, et on peut faire des carrières avec ça. Hein. Et en powerplay, il était vraiment bon, justement. Et c'est là que tu vois que c'est peut-être le genre de profil qui a un petit peu manqué parfois à cette équipe de Suisse, comme tu dis, de gros bonhommes. Où sont les Mike Kunsley ? Je dis pas qu'il fallait sélectionner Mike Kunsley, mais ce genre de profil-là, de Chris Baltisberger, Kunsley, Turkov, c'est dans ce moule-là qu'il a été créé, j'ai l'impression. Et en bulle, Turkov, c'est une bonne surprise, je suis d'accord avec toi. Après, c'était pas forcément dans les tops. Hein. Je pense que Corvi, tu l'as mentionné, il a eu un match difficile contre les Russes, il me semble. Ils se sont fait bouffer par la première ligne russe. Ouais. Mais il a les crescendo. Et contre le Danemark, il met quand même 3 points sur les 3 goals suisses. Il trouve des lignes de passe. Je crois qu'après le premier match, je t'envoie un message, puis je te mis compliqué pour Corvi. Oui. Et parce que je sais que tu affectionnes particulièrement ce joueur à raison. Et finalement, après, je t'ai pas renvoyé de message pour te dire à quel point je trouvais que finalement il était bon. Et voilà. Mais parce que la Suisse avait perdu aussi. Mais je trouvais qu'il a. Centre droitier, peut-être un peu plus de problèmes aux engagements aussi. Mm-hmm. Ça, c'est un truc qui m'a un peu déçu aussi avec Christophe Berchi. J'ai regardé les matchs contre le Danemark. Il était vraiment, vraiment très, très mauvais aux engagements. Il s'est fait bouffer. Le premier goal danois sur le powerplay est consécutif à une perte de puck dès le face-off. Voilà, c'est pas forcément sa position, on le sait. Ma foi, il est placé là. Ça, c'est peut-être une erreur de Fischer. On a l'impression qu'il avait plutôt envie de le faire jouer comme ailier à la base. Puis finalement, il a été contraint ou pas à cause de Malgin, sans doute, hein, de l'isolement de Denis Malgin, de le faire jouer aussi au centre. Voilà, c'était un peu plus compliqué pour Berchi, mais après, quand il a pu jouer sur sa ligne avec Motet et Hollenstein, là, tout d'un coup, il y avait quelque chose de vraiment très intéressant. Mais... Moi, dans les joueurs qui m'ont excessivement plu aussi, il y a Denis Malgin. Il n'a pas été forcément en réussite, dans le sens où, alors déjà, il est arrivé tard, il a joué que contre le Danemark, son premier match. Danemark, match compliqué. Ouais. Pour lui, il a pris des pénalités, mais il était c'était un peu un traquenard de commencer dans ce match-là. Mais contre la Finlande, quand tu dois aller chercher un but, à chaque fois qu'il entrait sur la glace, il se passait quelque chose. Et tu avais l'impression que si la Suisse devait réussir quelque chose dans ce match contre la Finlande, c'est parce que Denis Malgin avait décidé ou avait réussi quelque chose. Mais il se passait tout le temps un truc quand il était là. Et moi, je comprends du coup sur une petite patinoire comment il peut être un joueur de NHL parce que les petites surfaces, ça lui fait vraiment pas peur. Non. Parce qu'il est agile, parce qu'il arrive à dribbler dans les petits périmètres, il arrive à conserver le puck dans les coins. Et il est ultra créatif sur le powerplay. C'est un joueur qui est terriblement complet. On a l'impression qu'il fait une saison un peu moyenne avec Zurich, parce qu'on a aussi un peu le début de saison qui était un peu poussif de Zurich. Il a 44 points en 40 matchs. C'est déjà plus que ce qu'il a fait la saison passée avec Lausanne, avec 5 matchs de moins que la saison dernière. Et pourtant, Dieu sait s'il avait déjà été bon avec Lausanne la saison dernière. Il fait une saison incroyable, Denis Malgin, et je pense qu'on s'en rend pas suffisamment compte. Moi, j'ai 2 noms qui me viennent comme ça en réfléchissant pour quand même sortir quelqu'un de la défense. Mirko Müller et puis Giannoni, que j'ai trouvé... c'est trop facile de dire pourquoi est-ce qu'il a libéré à la base. Non, mais parce que forcément, ça va venir. Elles se sont posées ces questions. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Berra alors que Giannoni fait un super match contre les Tchèques, alors qu'il était aussi très bon contre les Tchèques au match de poule où il prend que l'autogol et un goal de Krejci au tir au but. 2 matchs en 2 jours. Franchement, là, je sais pas si... Forcément qu'après, quand on voit à 3-0, Berra qui peut pas grand-chose sur les goals... Pour moi, il doit jamais sortir Berra à ce moment-là. J'ai des gens qui sont à des postes intéressants dans la ligue qui m'ont tout de suite écrit, mais il fait quoi ? J'ai tout de suite répondu, je comprends, il veut peut-être provoquer quelque chose, il y a 3-0 à la 24e. Non, mais tu fais pas ça. Parce que Berra, il est dans son match, il a rien à se reprocher. Et moi, cette idée que moi, peut-être j'avais de dire mais il veut peut-être provoquer quelque chose, c'est peut-être aussi en réfléchissant, en disant que ton gardien numéro 2, c'est le junior que t'envoies, et puis du coup, tu veux un peu que ta défense se remobilise parce qu'elle doit protéger le junior.
Et c'est pour ça que des fois, ce choc psychologique-là, il peut fonctionner quand ton deuxième gardien est un clair numéro 2. Ouais. Quand ton deuxième gardien, c'est un gars qui a 6 titres de champion et puis qui est c'est un A, un B, hein, on l'a vu dans le tour préliminaire. Je comprends qu'on se pose des questions au moment où il sort Reto Berra. Après, Giannini, il était excellent. Contre les Tchèques, il était très, très, très bon. Mais alors, ça voudrait dire que s'il jouait l'alternance jusqu'au bout, ça faisait demi-finale, admettons, hein, demi-finale Giannini, et puis du coup, tu confiais le match pour l'or ou pour le bronze à Berra. C'est assez, en fait, particulier, le côté très... voilà, je suis parti avec ça. Il aime bien faire comme ça, en général. Oui, il fait comme ça, en général. Là, ce que j'aurais pu imaginer, c'est... Vu que si tu te qualifies pour une éventuelle finale, t'as joué, ou même pour le bronze, hein, tu as joué 6 matchs, c'est 3-3. Si c'est clair avec les 2 gardiens avant le tournoi, je joue l'alternance jusqu'en demi, mais si on joue la médaille, là, je prends une décision de qui est le plus en forme, qui a la main la plus chaude. Si c'est clair pour tout le monde et si c'est sa décision, parce que s'il décide l'alternance et puis que finalement, au dernier moment, t'envoies celui qui n'était pas censé être alterné devant le filet, là, tu peux avoir un problème. Si c'est clair dès le départ, pas de problème. Mais c'est vraiment finalement super d'avoir 2 bons gardiens, mais qu'à un moment, c'est clair on a Giannini qui a 6 titres de champion de Suisse et qui est vice-champion du monde, donc... C'est dans les matchs qui comptent, en général, c'est Giannini. Mais moi, vraiment, le fait qu'il ait joué le jour d'avant... Alors, les gardiens sont des fois moins fatigués, mais il y a une charge quand même. Au-delà de la charge physique, qui est peut-être gérable, sans aucun doute. 2 matchs en 2 jours pour un gardien comme Giannini, ça va. C'est pas... c'est 3 en 4. Hein. Mais, voilà, 3 en 4, même, c'est presque un truc de NHL, voire un poil plus solide. Et il y a le fait que tu représentes ton pays. C'est que déjà, tu joues pas pour toi, mais en plus, tu joues pour tes coéquipiers, et tu joues pour ton pays. Et il y a ce côté, j'ai l'impression qu'on l'avait vu des fois avec Federer aux Jeux Olympiques aussi, que même quand il était très fort, il avait un peu mouillé parce que tout d'un coup, tu te dis, mais je joue pas que pour moi. Alors que finalement, c'est un sport individuel. Là, c'est un sport d'équipe, mais en plus, il y a cette pression... Ouais, moi, je suis assez en accord avec cette décision parce que je me dis, en fait, tu réfléchis pas au match après match. Quand t'es coach, les joueurs, ils nous disent ça, match après match, bien sûr. Mais le coach, il doit quand même avoir un plan. Et si on joue 3 en 4, si je mets Giannini et Giannini, ça veut dire que c'est quand même compliqué de renvoyer Giannini après. J'ai Berra qui était excellent contre les Russes. Il était vraiment très bon. Hein, ouais. Ouais, vraiment, il fait un énorme match. Les petites patinoires, ça lui convient bien. Son jeu à la crosse est excellent. Il n'y a pas de problème à l'envoyer devant le filet. Mais par contre, peut-être que justement, dans sa tête, c'était clair. Le plan est sur la demi-finale, dans laquelle Giannini sera devant le filet. Mais en envoyant Berra, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'était une décision qui était complètement compréhensible. Mirko Müller, que j'ai évoqué avant, toi, la défense, c'est aussi un nom que tu as retenu. Ouais, je pense qu'il a été effectivement très bon avec Diaz. Ils ont formé une paire qui était complémentaire, solide. Et effectivement, quand tu vois que Diaz a quand même un profil un peu plus créatif, un peu plus porté vers l'offensif, puis Müller qui est un peu plus rigoureux, on va dire, même si c'est un peu schématique, disons. Mais cette paire était vraiment très très bonne. Et je pense que d'ailleurs c'était la meilleure paire de l'équipe de Suisse. Surtout que derrière, on y viendra un petit peu plus tard, il n'y a pas eu que des bons points. On va passer un petit peu de manière plus embêtante au flop, parce que forcément on aime mieux parler des choses qui nous ont plu que des choses qui nous ont fâchés. Je veux dire fâchés, mais c'est vrai que quand on a un joueur comme Gregory Hoffman, on en attend énormément. Il revenait de NHL, on en a parlé à ce micro, il était heureux, fier de représenter la Suisse, et puis on attendait de lui que ce soit l'attaquant du premier trio. Tu as parlé de Malgin aussi, on attendait finalement qu'Hoffman soit un peu aussi ce détonateur, et il finit le tournoi avec 0 points, quoi. Ouais, et il était présent sur tellement de buts adverses. J'ai vu sur Elite Prospect qu'il était marqué à -8. Alors on connaît le plus-minus, on sait qu'en toutes les limites de l'exercice, oui. Mais toujours est-il que c'est pas très beau à voir quand tu fais le bilan d'un tournoi. En plus, il a joué une trentaine de matchs sur des glaces nord-américaines. Il s'est entraîné sur ces glaces-là. Il y avait tout pour que ce soit son tournoi, en fait, à Gregory Hoffman.
pour l'équipe de Suisse, bien sûr, hein, pas au niveau des Jeux Olympiques complets, mais pour l'équipe de Suisse, ça devait être lui le leader, et ça l'a vraiment, vraiment pas été, effectivement. Il a essayé, il a eu beaucoup d'opportunités. En powerplay, il a shooté. Moi, j'ai trouvé qu'en powerplay, il était systématiquement très loin. C'est drôle, j'ai aussi remarqué ça. Je me dis, une fois, j'expliquais à quelqu'un en regardant le match, je disais, tu vois, normalement, il est beaucoup plus près des ronds. Exact. Et là, il se retrouvait à la bleue une fois ou deux, ou beaucoup plus en retrait. Il se décalait parce qu'il essayait de chercher une ligne il voyait la ligne de passe, mais en s'éloignant, son shoot était moins létal. Exactement. Et là, je l'ai trouvé, forcément décevant, mais il n'y a pas besoin d'écouter Colfax pour se rendre compte que Greg Hoffman a été décevant. Mais oui, malheureusement, c'est inévitable. C'est lui ton artificier numéro 1. Il finit avec 0 but, 0 assist. Il est défensivement sur une ligne qui concède des pellets de but. Malheureusement, c'est un bilan qui est vraiment mauvais pour Gregory Hoffman. Sven Andrighetto aussi, moi, je l'ai mis dans les flops parce que là, la même chose. Il avait un peu le rôle, normalement, quand il n'y a pas les joueurs de NHL. Lui, il était un peu limite NHL. C'est un joueur, quand il était en NHL, il n'a pas réussi à véritablement s'imposer. Mais il a eu des flashs. Des fois, on disait, il y avait des fulgurances des championnats du monde. Quand il y avait lui avec Niederreiter et tout, tu te disais... il est bon. Andrighetto, faut quand même lui, on peut pas lui enlever le fait que c'est un sacré joueur de hockey sur glace. On peut ne pas apprécier le bonhomme, on peut se dire que de temps en temps ce qu'il fait sur la glace est désagréable, on peut avoir envie de lui mettre des coups, mais pas nous, les adversaires. Il y a un petit côté diva. Nous on se permettrait pas. Mais oui, et là aussi tu te dis, il a l'expérience nord-américaine, il a joué en KHL, c'est aussi sur des patineurs un petit peu plus petits, c'est un des meilleurs joueurs du championnat de Suisse. Il est au niveau, quand on parle des Tchèques, on dit mais les Tchèques ils ont Kovar, ils ont Červenka. Andrighetto, c'est un buteur incroyable en Suisse. Il doit être capable de faire la différence. Il n'a pas fait la différence, il finit avec 3 assists. Honnêtement, très bien, il a 3 assists. Mais une latte. Il a une latte, exactement. Lui aussi, très décevant. Vu qu'on est à Zurich, moi je rajoute Denis Hollenstein. Oui, je l'ai pas trouvé bon non plus. Alors contre le Danemark, mauvais, mais après quand il a été mis contre les Tchèques avec Kylian Motet et Berchi, je pensais pas qu'il allait pousser Vermin en 13e, il l'a quand même poussé et j'ai trouvé finalement mieux. Contre les Tchèques, c'était un petit peu mieux, je suis d'accord, mais là aussi t'attends mieux, plus d'un joueur comme ça. Hollenstein, moi déjà, la base, la sélection, j'étais un peu je n'étais pas forcément convaincu parce que je trouve que son temps, il a son prime, on va dire, au niveau international, est peut-être un peu passé. Mais alors ça, c'est vraiment personnel et je me permettrai pas de critiquer la sélection de Patrick Fischer. Non, surtout qu'avant la sélection, on était là à faire les grandes théories en disant ça, c'est exactement tous ceux qu'on aurait pris. On serait malin de venir derrière en disant non, mais Patrick Fischer, on y reviendra à Patrick Fischer. Il faut avoir un peu de cohérence dans nos propos. Non, la sélection, elle est assez logique, mais tu vois que tu as peut-être certains joueurs, et là, tu as dit un truc très intéressant, et je te rejoins complètement. Il y a pas mal de joueurs qui sont au-delà de leur prime, et c'est pas des joueurs, et je parle pas d'Ambul. Ambul, il est plus qu'au-delà de son prime. Son prime, il est passé il y a 15 ans, mais il est quand même toujours au même niveau, donc c'est pas un problème. Mais si tu prends un Simon Moser qui fait un bon tournoi, c'est pas du tout ça là, mais c'est aussi un joueur qui est peut-être 3-4 ans plus âgé que le moment où il est au pic de sa forme. Denis Hollenstein, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'un Untersander, finalement, mais finalement, très bien, tu peux faire ce constat-là, mais alors derrière, tu mets qui à la place ? Exactement. Et c'est là que le bas blesse pour moi, s'il n'y a pas les joueurs de NHL. Parce que c'est facile après de dire, oui, mais il n'y a qu'à prendre machin. Ouais, non, mais ils ne sont pas là. Donc, faisons confiance aux... Moi, les théories de vouloir prendre absolument, je ne sais pas moi, Nathan Marchand ou des trucs comme ça, je me dis, non, pas maintenant. Il faut quand même avoir... On peut pas balancer des gars qui n'ont jamais joué au match à Tasso ou au Royer parce qu'ils ont fait un super début de saison, puis se dire, allons-y, on part aux Jeux Olympiques comme ça. T'imagines la pression, t'imagines le truc. Enfin, il y a un moment, il faut aussi récompenser les types qui sont là depuis un moment. Regarde les cris qu'on a fait avec Senteller. Exactement. Qui avait jamais fait de tournoi, qui avait jamais rien fait. Puis, non, il faut aussi être cohérent. En fait, Patrick Fischer, il croit beaucoup dans les... Je veux dire les process, non, c'était le nom de le mode à Yann Alston à Lausanne, mais dans les cycles. Et là, il y a un cycle olympique et il va peut-être arriver à son terme maintenant, justement, et on va lancer un nouveau cycle. Alors, est-ce que le prochain championnat du monde compte dans le même cycle 22 ? Probablement. Probablement, ouais. Mais il y aura un renouvellement des cadres maintenant qui va avoir lieu pour les 4 prochaines années, à mon avis. Sauf si la fédération décide de couper la tête de Patrick Fischer. Mais je crois vraiment pas que c'est d'actualité. Il a son contrat jusqu'en 2024. Exactement. On va pas se faire surprendre par ça, mais on sait jamais. Mais toujours est-il qu'il croit beaucoup dans les cycles. Donc là, tu arrives
est-ce que cette équipe arrive en bout de course? Et puis peut-être que tu as des nouveaux qui doivent prendre leur responsabilité. Oui, mais pas aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, c'est la fin de ton cycle. Tu as construit cette équipe-là. Bah, ma foi, tu vas avec cette équipe-là. Et encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de critiques avant le tournoi pour la sélection de Patrick Fischer, sur la sélection de Patrick Fischer. Il y a encore juste un joueur en défense. Il y en a peut-être. On a mentionné Torsanda, il n'est pas extraordinaire. Après, on a vu qu'il était blessé, donc ça explique aussi l'histoire. Mais Lucas Frick, tu as parlé de sa négligence. Sur le but. Ouais, mais au-delà de ça, quand même, sur ces petites patinoires, sur ce tournoi-là, voilà, il est arrivé par la suite. Oui. Il a pu jouer quasiment tout de suite. Je l'ai trouvé... Peut-être que ça fait un peu... Il a le focus ou on va dire le projecteur qui est mis sur sa bourde. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi finalement représentatif du fait qu'il est peut-être pas au niveau, quoi? Ouais, alors je sais pas si c'est une question de niveau, mais par contre global, disons, je pense que Frick a sa place dans cette sélection. Par contre, il fait pas un bon tournoi, ça c'est une évidence. Et Fora n'a pas été très bon non plus. J'allais dire Fora pas non plus. Après, Fora amène peut-être une dimension un peu plus physique que n'amène pas un Frick. Escalatalo était extraordinaire. Les défenseurs, ils nous ont pas vraiment fait rêver, disons. Mais Fora amène une dimension un peu physique, mais par contre, le patin, quoi. Je l'ai quand même souvent trouvé un petit peu dépassé au niveau de la vitesse. Et malgré les surfaces de glace un peu plus restreintes, Fora, j'ai trouvé un peu limite. Frick, je l'ai pas trouvé bon, effectivement. Et voilà, la cerise sur le gâteau, c'est cette espèce de passe en back-end en milieu de zone qui se fait contrer et qui amène le 3-0. Mais voilà, dans les flops, je pense qu'on peut pas ne pas mentionner Lucas Frick. Bon, du coup, maintenant quoi? On cherche l'arbre le plus haut pour pendre Patrick Fischer, ou bien comment on fait? C'est vrai que on a tendance à avoir ça dès qu'il y a... j'ai l'impression qu'il fallait le faire à Bratislava, j'ai l'impression qu'il fallait le faire à Riga, j'ai l'impression qu'il faut le faire à Pékin. Ça fait beaucoup de grands arbres avec des cordes au bout. À un moment, si on prend froidement les résultats, 2017, la Suisse en quart de finale, elle joue pas mal du tout. 2016, son premier championnat du monde, c'était pas génial, mais voilà, il a mis le truc en place. 2018, on se souvient, c'était exceptionnel. Après un tournoi raté à Pyeongchang, 2019, ça se joue pour 0,3 secondes, 3 dixièmes. Honnêtement. Contre le Canada en quart de finale, pour ceux qui ont voulu oublier cet extrait-là. Où on avait peut-être la meilleure équipe. On est là pour vous le rappeler. Ouais, vous pouvez compter sur nous. Et où on a dû faire CTRL-C, CTRL-V pour bazarder le texte. C'était dramatique. Mais 3 dixièmes, pour moi, c'est pas une faute d'un sélectionneur. Riga, tu gagnes 2-0, tu te fais rattraper à 1 minute de la fin par l'Allemagne qui sort son gardien, puis un espèce de vieux shoot, puis voilà. Et puis après, tu as un 3 contre 3 en prolongation de 10 minutes, puis tu perds au penalty. Et qu'est-ce qu'il peut sérieusement le sélectionneur là-dessus? Enfin, moi, je trouve qu'à un moment, est-ce qu'on a vraiment besoin à chaque fois de trouver des coupables? Je sais pas, on peut pas dire que, ma foi, voilà, ça s'est joué. T'aimes bien utiliser le terme de lancer de pièces. Ouais. Bon, c'était un peu un lancier de pièces. Là, pour le coup, sur la sélection, est-ce qu'il prépare mal ses types pour le quart de finale contre la Finlande? J'en sais rien. J'ai l'impression que c'est pas lui qui dit à Gaëtan se fait comme si, à Frick de faire, voilà, et puis à la Talo de dévier. On a parlé du cas de Berra, mais sinon, moi, alors, à part ça, il se trouve qu'en plus, Colfax, il sera, parce que c'est le championnat du monde, puis en général, on aime bien aller, puis on pourra y aller normalement si tout se passe correctement. Je me réjouis de voir l'équipe qu'il aura à disposition, parce que je pense que ce sera une équipe qui sera plus forte. Oui, effectivement. Et ouais, moi, je comprends qu'on puisse critiquer un sélectionneur, et j'ai l'impression que c'est un peu toujours été le cas. D'abord, c'était Kruger, il fallait s'en séparer quand l'équipe suisse faisait que des quarts de finale. Mais là, il faut avoir... je l'ai dit au début de l'épisode, mais il y a quand même une réalité. La Suisse n'est pas un membre du top 4 mondial. Point, finalement. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir plus loin. La Suisse n'appartient pas à cette catégorie-là. De temps en temps, tu peux avoir un exploit qui fait que la Suisse y arrive. Copenhague, notamment, c'était un exemple. 2013, voilà. Exactement, de temps en temps, ça arrive. Et c'est arrivé de manière assez proche, finalement. En 5 ans, il y a eu deux finales de championnat du monde. Bon, c'est bien, ça prouve que la Suisse est dans la bonne direction. Par contre, la Suisse est une équipe, il est un membre du top 8, on va dire. Et des fois, ça se passe mal, comme à Pyeongchang, et tu te fais sortir en 8e de finale par l'Allemagne. Oui, c'est un échec.
Mais par contre, quand la Suisse arrive en quart de finale comme là et se fait sortir, c'est ce qu'on est en droit d'attendre. C'est le minimum syndical qu'on est en droit d'attendre d'une équipe nationale. Est-ce que Patrick Fischer n'a pas permis à cette génération et à cette équipe-là de faire le pas supplémentaire vers la demi-finale ? Peut-être, effectivement. Mais si on doit prendre une décision et se séparer de Patrick Fischer, pour moi, c'est une erreur. Et je pense pas que ça va être dans cette direction-là qu'on va partir. Même si, honnêtement, j'ai pas d'informations, ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai pas cherché à en avoir, j'avoue. Peut-être qu'effectivement, si ça se passe de nouveau mal en quart de finale, alors pour autant que la Suisse se qualifie pour les quarts de finale à Helsinki et Tampere, alors là, peut-être qu'ils se diront, bon, bah, finalement, on voit pas de progression, mais ça va être chaud, hein, quand même, de se séparer d'un gars qui réalise quasiment chaque fois l'objectif, quoi. L'objectif minimum qu'on est en train d'attendre. Et rappelons quand même une chose, tu as dit très justement, il a un contrat jusqu'en 2024. Au moment où la fédération est en train de perdre des ronds à cause de la séparation Fédération-Ligue et du fait que les droits maintenant vont revenir directement au club sans passer par la fédération. Bref, sans rentrer trop dans les détails, ça va être période de vache maigre du côté de Gladbrook. Je doute que quand tu as un sélectionneur en place qui fait l'unanimité, parce qu'il il a mis un processus en place, les joueurs y adhèrent. On rappelle quand même que Denis Malgin a été suspendu pendant ce qui aurait dû être le mondial en Suisse. Ouais. Il est où, Malgin? Il est sur la glace, là. Ça veut quand même dire que malgré le pied au cul qu'il a ramassé il y a quelques années, il est là. Il a accepté la sanction, et il est de retour, et il est très bon. Et moi, j'ai quand même l'impression de ce que j'entends. Je ne suis pas dans le vestiaire et on ne dit pas tout aux journalistes. L'expérience nous l'apprend de plus en plus. Mais je n'ai pas de critiques sur Patrick Fischer qui viennent de joueurs internationaux ou je n'ai pas de voix qui vont dans cette direction-là non plus. Quand ça commence à grincer, à branler au manche autour d'un coach, un exemple très simple, Gary Sheehan, ça vient aux oreilles gentiment. Alors, est-ce que j'ai plus d'entrée à Ajoie que j'en ai dans le vestiaire de l'équipe de Suisse? Mais je crois pas, en fait. J'allais dire oui, mais non, pas du tout, en fait. Donc, non, moi, je pense qu'il a réussi à fédérer autour de lui, autour d'un projet national, disons. Et quand les joueurs, ils sont très attachés. Quand on voit que... Alors, Romagnasi n'a pas eu besoin d'avoir Patrick Fischer pour être présent à tous les championnats du monde dès qu'ils pouvaient l'être, mais les joueurs viennent, dès qu'ils sont sélectionnés, ils ont envie d'aller, et je trouve que ça, c'est à mettre à son crédit. Le seul truc, c'est quand les joueurs de NHL sont en fin de contrat et qu'ils doivent re-signer. Je pense notamment à Jonas Siegenthaler, j'espère, parce que Jonas Siegenthaler fait une excellente saison, c'est un des meilleurs défenseurs défensifs de NHL à l'heure actuelle, et du coup, on parle d'un contrat autour de 4 millions et demi par saison. On aimerait bien qu'il le signe finalement pour que au moins il puisse éventuellement venir, parce que j'avoue que égoïstement j'aimerais bien voir une paire de défense, si c'est possible, Josi Siegenthaler, parce que je me dis que d'avoir un défenseur défensif, un des meilleurs avec un des meilleurs défenseurs du monde, on pourrait avoir quelque chose de vraiment pas dégueulasse. On aura Yanis Moser normalement aussi, s'ils sont pas blessés, la même chose. Il y a une vraie équipe avec Pius Suter, avec Nico Hischier, Timo Meyer, normalement les San Jose Sharks. En gros, à l'heure actuelle, les seuls qu'on ne pourrait pas avoir dès le départ, faudrait passer un tour de play-off ou qu'ils soient éliminés, c'est Niederreiter, Fiala et Josi. En gros. Tout le reste, ils sont disponibles. Pius Suter a signé pour 2 ans, donc normalement, il n'y aurait pas de problème. Parce que l'année passée, il était avec Chicago et il n'avait pas encore signé un contrat, donc c'est toujours la même chose. Et ça, normalement, on l'avait eu aussi une fois, je crois, avec Timo Meyer qui n'était pas venu parce qu'il n'osait pas, parce qu'il avait peur de ne pas signer son contrat. Tu commences avec tes 2 centres, Nico Hischier en 1 et Pius Suter en 2, parce que Pius Suter joue centre depuis le début de la saison, et c'est sa position quasi naturelle à Pius Suter. Ça, c'est tes 2 premiers centres. Ta première paire défensive, c'est Romagnasi, Jonas Siegenthaler. Ou Yanis Moser, par exemple. Et en deuxième paire, tu as Yanis Moser, puis il y a quand même 2-3 joueurs en Suisse qui ne sont pas des manches à balai. Si Tobias Geiser est disponible en HL, il a quand même un profil de défenseur défensif qui est pas deg. On a vu Mirko Müller, on pourrait mettre Diaz à la rigueur peut-être, on le garde en 7e ou je sais pas quoi, mais... Qu'est-ce que tu es en train de dire? On garde Diaz en 7e défenseur. Non mais attends, à la place de la Talo. C'est la Finlande, cette équipe. Non mais ça serait assez dingue finalement. Si tu veux rajeunir les cadres, mais tu gardes finalement un Diaz, parce que pour toute l'expérience qu'il amène, il faut pas oublier qu'en 2013, quand l'équipe de Suisse va en finale, on a un Martin Plus qui a 40 ans. Et
quand tu regardes comme ça, tu te dis, ouais, mais attends, mais Martin plus, mais sérieux. Ouais, bah, en fait, si on regarde les matchs, et puis on regardait comme il était fort aux engagements, et comme il gagnait, ce qu'il amenait, finalement, c'était un professionnel exemplaire à la André Sambul. Moi, ces types, je les garde parce que simplement, en fait, quand tu discutes avec un Simic ou bien avec un Nussbaumer, ils te disent qu'André Sambul, c'est la quintessence même du hockeyeur et qu'il a un plaisir fou encore à son âge. Au pire, il va faire chef de presse, mais tu l'amènes, quoi. En bulle, même s'il veut pas jouer, tu trouves un moyen de le faire venir. Ben voilà, on est au terme de cet épisode 20 des Jeux Olympiques. On n'a pas pu en faire avant. C'était un peu compliqué avec nos agendas respectifs et les nuits blanches de Jean-Fred. Et mes grasses matinées, parce que moi, voir des Suisses allemands skier, ça m'a moins intéressé que toi. Non, je rigole, ça m'intéressait quand même, mais en différé. On sera présent la semaine prochaine pour un épisode le mercredi comme normal. D'ici là, vous nous posez toutes vos questions. On sera très heureux de réagir. On est très heureux de retrouver le championnat de Suisse dès mardi soir avec un alléchant Davos-Genève-Servette qui va valoir très 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 cher dans la course au top 6. On se réjouit, puis on se réjouit de vous revoir tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Merci, à bientôt.